Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesido.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Bonjour Arina. Bonjour Carole. Tu vas bien? Oui, je vais très bien, merci. Et toi? Oui, super. Écoute, je suis ravie de commencer la journée avec toi pour que tu nous partages ta belle histoire d'amour. C'est très très chouette. J'adore ton podcast, j'ai écouté déjà plein d'épisodes. Écoute, merci beaucoup et puis avec grand plaisir. Pour, la petite histoire, je suis tombée, sur un de tes, reels, sur Instagram et je me suis dit: «Oh là là, mais ce serait une histoire, parfaite pour, le podcast». Donc je t'ai envoyé un petit message et tu m'as dit oui, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Oui, oui. Bah, c'était franchement, et en plus, c'était pas une vidéo sur la thématique de mon blog. Je voulais juste partager mon histoire. Quand j'ai reçu le message, je me suis dit, tiens, parfois il y a des opportunités qui arrivent, on s'y attend pas du tout, mais j'étais super contente. Trop chouette. Écoute, pour commencer, l'épisode, est-ce que, tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ah oui. Du coup, moi, c'est Arina. Je vis en Belgique depuis 6 ans maintenant. Je suis devenue belge il y a quelques mois. Je suis d'origine russe, j'ai 28 ans, je suis mariée avec un Belge. On s'est rencontrés très très loin de nos pays. Je suis un peu en pleine recherche de ce que j'ai envie de faire parce que quand tu m'as contactée, j'étais en train de construire mon école d'anglais en ligne. Maintenant, je pivote un petit peu, du coup, c'est un peu un trou de projet. Mais voilà, j'adore travailler, j'adore créer du contenu, j'adore passer le temps avec ma famille. On a une petite fille de 2 ans et ça prend du temps. Voilà, je pense que c'est à peu près une petite présentation. Parfait et puis, j'ai hâte qu'on découvre, comment, tu as rencontré ton mari et votre histoire. Pour, commencer, j'aime bien, tu vois, revenir, un peu en arrière. C'était quoi, tu vois, quand tu étais petite, tu vois, quand tu avais, 7 à 10 ans à peu près, ta vision de l'amour? Est-ce que, tu vois, tu rêvais du grand amour, de te marier, d'avoir des enfants, toutes ces choses-là ou pas forcément? Je pense que je rêvais de me marier. J'adorais tous les films comme, je ne sais pas trop comment on l'appelle en français, mais The Princess Diaries avec Anne Hathaway. Oui, le journal d'une princesse. Voilà. Du coup, le prince charmant, c'était vraiment quelque chose qui me fascinait comme idée, mais en même temps, je voulais un mariage, je voulais me voir dans une robe blanche. Je pense que je savais toujours que j'avais envie d'avoir des enfants, mais c'était jamais, je ne le voyais pas vraiment très très clairement. Du coup, c'était juste une idée qu'un, oui, peut-être un jour j'aurai des enfants. Et voilà. Du coup, oui, je pense que j'avais trop envie d'être amoureuse avec quelqu'un, mais en même temps, il n'y avait pas vraiment de, tu vois, c'était un peu comme dans les contes pour les filles, quand ils se sont mariés, et après on ne sait pas ce qui se passe. Du coup, voilà, moi j'étais un peu dans cette optique-là. J'ai envie de me marier un jour. Et après, c'est le mystère. Après, on sait pas. On sait pas ce qui va se passer. Le secret. Et du coup, est-ce que cette, vision, elle a évolué, au fil, des années, tu vois, par, peut-être, tu vois, des expériences que tu as vécues ou elle est restée quand même, plus ou moins la même? Elle a très très fort évalué, parce que je pense à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à sortir avec quelqu'un qui, bah, on était en fait en Russie, on fait l'école pendant 11 ans avec toute la même classe, du coup ce sont les mêmes personnes à chaque cours. Euh, et il y avait un ami avec qui j'ai commencé à sortir à l'âge de 15 ans. Et on était ensemble pendant 4 ans et demi, quelque chose comme ça. Et c'était une relation où je me suis très fort accrochée à l'idée d'être en couple avec quelqu'un. Et c'était presque plus que la moitié de mon identité du moment, je pense. C'était vraiment important pour moi Mmh. d'être en couple. Et je me mettais fort la pression de me marier, d'avoir des enfants tôt. À cet âge, je me disais en tout cas déjà que je voulais me marier
quand j'étais jeune et je voulais être une maman jeune aussi. Du coup, là, c'était quand je parlais d'être maman jeune, je voulais le premier enfant à 20 ans, le deuxième à 23. C'était très très tôt, mais en même temps en Russie, surtout la génération de mes parents, c'était un peu la norme. Et voilà, du coup, je me mettais beaucoup de pression et en fait, maintenant, je me rends compte que j'étais pas du tout éduquée en termes de relation et de ce que ça veut dire d'être en couple, ce que ça veut dire d'être heureuse en couple. Du coup, je me posais pas trop de questions. Pour moi, c'était, voilà, j'ai quelqu'un, j'ai 15, 16, 17, 18, 19 ans. Il est temps de se marier. Du coup, on s'est fiancés à 19 ans, je pense. Et voilà, je me mettais la pression et je ne voyais pas nécessairement que la relation était toxique, ce qu'elle était. Et du coup, pour moi, tout le reste, la réalisation, cette compréhension de ce qu'une relation saine, je l'ai découvert quand j'ai rencontré mon mari. Presque le Mmh. il m'a perturbée avec sa façon non toxique de communiquer. Et je pense que ça a fait 50% du fait que je suis tombée amoureuse avec lui très, très rapidement. Parce qu'il m'a montré un monde complètement différent. Je OK. voulais me marier, je voulais être heureuse, je voulais être la femme de quelqu'un. Même si je ne voulais pas rester à la maison, être juste la femme de ménage, pas la femme de ménage, c'est pas le bon la femme de foyer. Du coup, je ne voulais pas être la femme au foyer, mais je me mettais la pression que j'ai envie de me marier. Voilà, du coup, ça a fort évolué. Est-ce que tu dirais que cette pression-là, c'est toi toute seule qui t'y est mise ou ça vient, tu vois, de, l'entourage et cetera? Tu veux dire la question de se marier tôt? Oui, le fait de se marier tôt et aussi le fait que tu te mettais vraiment cette pression de: «Il faut absolument que je me marie». Je pense qu'il y avait beaucoup, beaucoup de pression dans ma famille parce que maintenant, et je viens de discuter avec maman, c'était intéressant. Maintenant, je me rends compte qu'il y a beaucoup de pression qui vient, à mon avis, du fait que mes grands-parents sont très religieux. C'est hors de question d'imaginer des relations sexuelles avant le mariage. Ah oui. Et ça, c'était la vraie pression parce que, en même temps, ma maman, elle s'est pas rendue compte que c'était un peu une idée toxique et un peu passée avant que j'étais déjà mariée. Du coup, cette pression, elle était fort présente. Je pense depuis que j'étais petite, quand je parlais d'avoir des enfants, ou la première fois quand j'ai parlé du sexe avec ma maman, je ne sais pas, 7 ans, 8 ans, elle m'a dit oui, mais ça c'est après, tu dois te marier, après on peut en discuter. Euh, Mmh. oui, il y avait ça et c'était fort compliqué parce que, évidemment, j'ai pas attendu parce que voilà, on n'est pas au 19e siècle. Euh, mais ça a changé ma relation avec ma maman, qui était une personne avec qui j'étais très très proche. Du coup, j'ai créé un peu de distance entre nous parce que je ne voulais pas Mmh. partager ce secret avec elle. Je savais qu'elle était triste et déçue. Mais oui, ça faisait clairement une partie du contexte. OK. Non, mais c'est tu vois, c'est intéressant de voir un peu, bah, d'où ça peut venir, tu vois, cette pression que tu te mets parce que tu étais jeune, donc généralement, à moins que tu t'aies fait une idée toute seule, des fois, il y a quand même une espèce d'influence de ton entourage où tu t'en rends plus ou moins compte parce que quand on est jeune, on écoute, plutôt la voix de nos parents en se disant ou de notre famille en se disant: «Bah, c'est eux qui ont raison parce que c'est eux les grands, les adultes» et cetera. Mais du coup, ouais, c'est intéressant de voir ça. Et j'imagine que c'est très différent parce que bah, ici, c'est pas du tout la norme. En Russie non plus maintenant. Mais j'en discutais avec maman il y a juste quelques semaines en fait. Parce que c'était quelque chose qui me dérangeait quand même. Parce que je me dis, maman, tu m'as dit que je pouvais marier quelqu'un je pouvais me marier avec quelqu'un à l'âge de 20 ans. C'était OK. Mais tu n'as jamais posé la question si c'était une personne qui était bonne, si c'était une personne qui était saine. Et on en a discuté et il m'a dit que effectivement, c'était un peu son indication que la valeur d'une femme, c'était je sais pas comment on dit ça, sa pureté. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, c'est un peu l'idée de mes grands-parents qui sont nés, je ne sais pas quand, ça doit être les années 40, les années 50, en Russie, un village, et du coup, c'était vraiment important à cette époque. Mmh. Et mes grands-parents étaient très très stricts avec mon maman, qui du coup s'est mariée à l'âge de 20 ans à cause de cette pression. Mais ils sont toujours
ensemble et ils sont heureux. Mais moi depuis que j'ai 15 ans, je dis, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point vous avez eu de la chance. Parce que si marié comme ça, 4 mois de relation et d'être vraiment bien ensemble, c'est rare. J'avoue, j'avoue. Mais franchement, je pense que, tu vois, en France aujourd'hui, on a alors c'est plus le cas maintenant, mais je pense qu'il y a quand même aussi des familles, tu vois, où, c'est, très religieux, où tu as quand même cette vision de il faut, avant d'avoir, bah, des relations sexuelles, il faut être marié quand même relativement jeune. Moi, je sais que le fait d'avoir, 30 ans et de pas être marié, de pas avoir d'enfant, c'est quand même quelque chose qui est assez «choquant» entre guillemets pour, bah, mes grands-parents, même si bon maintenant ils s'y font, mais tu vois, c'était pas non plus dans leurs mœurs de base et dans leur, vision de l'amour en tout cas. Ouais, tout à fait. Ça évolue, Heureusement. ça, heureusement. Et du coup, avant de rencontrer, ton mari, dans quel état d'esprit tu étais? J'ai été fiancée, du coup, et je ne cherchais rien. Je questionnais pas du tout ma situation. J'étais bien dans ma petite bulle. D'être en couple avec quelqu'un, c'était pas trop très important avec qui, je pense, à cette époque. Voilà, du coup, j'étais absolument pas ouverte à quoi que ce soit. Et du coup, comment s'est fait, cette, rencontre? Bah, du coup, on s'est rencontrés à Taïwan parce qu'on faisait tous les deux notre Erasmus là-bas. Et c'était juste quelques jours après notre arrivée. On s'est retrouvés en fait sur le même campus. OK. Du coup, c'était la même université, mais le programme n'était pas du tout le même. Ah, donc ça, ce sont des détails. Et en fait, comme la plupart des étudiants c'était des Taïwanais, et il y avait quelques petits groupes, soit des Européens, soit des Russes, et on se voyait un peu sur le campus parce que bah, c'est facile de voir les visages comme quand tu es dans une culture complètement différente. Et voilà, on l'a vu quelques fois avec mes copines parce que j'étais là-bas, j'étais déjà à la bac. OK. C'était la troisième année, je pense. En Russie, ça dure 4 ans. OK. Lui aussi, je pense que c'était sa troisième année. Et du coup, on s'est vus. Attends, d'abord, c'était moi qui l'ai vu avec mes copines. Parce que voilà, c'était un peu la blague entre les filles. Il y avait quelques-uns des garçons européens qui étaient très beaux à notre goût. Et on se faisait un peu les discussions entre qui était le plus beau. Lui, il avait le plus de popularité, je dirais, entre nos deux potes. Mais lui, il ne m'a pas vu du tout. Donc, il m'a pas repéré dans Mmh. le groupe, disons, dans la foule. Et après, un jour, avec ma copine, on a été sur une plage dans une ville loin de Taipei, où était notre université. Et par hasard, son groupe d'amis, lui aussi, ils étaient sur en même plage, le même jour. Et voilà, c'était intéressant. C'était les filles de son groupe, les filles belges et françaises, qui sont venues parler avec nous en disant ah ben on étudie dans la même université et tout. Et voilà, c'était comme ça qu'on s'est parlé la première fois. OK. Mais moi, j'étais très froide. C'est un peu, c'est un peu ma nature que quand on ne me connaît pas, maintenant ça va mieux, mais avant je ne souriais pas beaucoup. C'était un peu, je suis culturelle. Mmh. On on n'est pas très souriant avec les gens qu'on ne connaît pas en Russie. Et du coup, j'étais fiancée, j'étais pas du tout intéressée. Voilà, on a parlé un petit peu. Moi, je suis partie prendre des photos parce que le plage était magnifique. Et après, on s'est retrouvés dans le même train pour retourner Mmh. sur campus. Et après, il est venu me parler en route. On devait marcher une dizaine de minutes de la rue du bus jusqu'au campus. Il est venu me parler. Et là, c'était très, très bizarre pour moi parce que d'habitude, moi, je suis quelqu'un d'introverti. J'ai un peu du mal parfois de parler avec des gens, surtout que je ne connais pas. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais extravertie comme jamais. J'ai rigolé, je faisais des blagues, je lui ai fait goûter un truc chelou sur le marché parce qu'on passait par un marché un night market. Et voilà, on s'est parlé. Il a dit, allons-y tous ensemble faire un truc ce soir avec nos groupes d'amis. Et à la fin, on était, je pense, 4 ou 5. On a juste commencé à parler. Un petit détail, c'est que
une des raisons de conflit entre moi et mon ex à l'époque, c'était le fait qu'il a commencé à fumer et que moi, je ne le supportais pas du tout. Mmh. J'étais très, très contre. J'avais un avis très carré. Et du coup, c'était vraiment une raison d'argument régulier. Mmh. Là, on arrive à Taïwan. C'était la première soirée qu'on est sortis ensemble avec le groupe d'amis. Et il demande quelqu'un de fumer. Et moi, je dis, ah oui, je veux bien. Du coup, pendant qu'on était à Taïwan, je fumais avec lui. C'était, je ne sais pas ce qui m'a pris. Et après, peut-être comme ça, j'étais pas du tout moi-même pas dans le sens où je jouais un rôle de quelqu'un d'autre, mais c'était vraiment, c'est comme si ma personnalité changeait juste pour l'attirer, pour passer du temps avec lui. Et ça a commencé très très vite. Et le premier soir qu'on a passé ensemble, on est resté à discuter jusqu'à 5 heures du matin, à 2. Mmh. Et on parlait de tellement de choses. Et le fait que moi, j'étais très avancée en anglais, lui, pas trop, mais ça allait, on se comprenait très, très bien. Moi, j'étais en relation, lui aussi, et elle était en relation de distance avec quelqu'un qu'il a rencontré pendant des vacances avec ses parents, je ne sais plus où c'était, en Turquie, quelque chose comme ça. Bah, du coup, voilà, on commençait à se parler. On est rentré vers 4 heures du matin. Après, on a resté texté pendant encore une heure. Après, on s'est vu à 9 heures du matin, quelque chose comme ça, pour aller manger ensemble. Et au début, quelques premiers jours, c'était juste vraiment le sentiment qu'on voulait passer du temps ensemble, on voulait parler. On sentait qu'il y avait quelque chose qui nous tirait très très fort, même au niveau physique aussi. Mmh. Connexion, Voilà, oui. Mais au niveau de connexion, au niveau de communication, j'ai jamais eu ça de ma vie. Et jusqu'aujourd'hui, on parle beaucoup, on parle tout le temps, on discute de choses et j'adore. C'est la base un peu de notre relation, c'est la communication. mmh. Et du coup, c'était vraiment très rapide. En sachant encore une fois que j'étais fiancée, ça faisait une semaine que je suis arrivée à Taïwan. J'ai dit à ma maman que j'ai commencé à parler avec quelqu'un. Ma maman, elle était choquée. Elle ne comprenait pas ce qui se passe. Toute la famille était un peu, ouais, ça fait une semaine. Mais moi, j'étais vraiment, bah, on était tous les deux, mais je parlais de moi, j'étais obsédée. On passait vraiment beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Et après une semaine, je pense, c'était clair pour moi que je devais quitter mon ex parce que c'était juste, je ne pouvais pas résister. C'était vraiment ça. Pendant ce temps, moi, je parlais avec mon ex toujours. On s'appelait et je parlais de ce mec que j'ai rencontré un peu comme si c'était un pote. Et mon ex, il réagissait comme toujours, il était un peu vénère, il était un peu agressif avec ses mots. J'ai commencé à remarquer que, en fait, ça ne m'allait pas trop, sa façon de communiquer. Et du Mmh. coup, voilà, c'est pas que j'ai créé quelques situations pour le provoquer, mais je partageais que, voilà, on a passé des heures à discuter ensemble pour voir un petit peu sa réaction. Et je voyais euh, qu'en fait, c'était pas très sain. Mmh. Dans cette situation-ci, c'est pas sa faute parce que voilà, la situation était vraiment compliquée pour lui, je le comprends très très bien. Mais avant de me permettre de penser, en fait, de se mettre ensemble avec mon mari, il y avait quand même au moins quelques jours, c'était toujours très très intense, très long. Du coup, quelques jours c'est rien, mais dans ce contexte, c'était quand même, on a parlé beaucoup aussi avec mon ex et je voyais que en fait, Euh, cette distance m'a permis de remettre en question certaines choses, Mmh. de se rendre compte qu'il m'a fait mal quelquefois, de se rendre compte que c'était quelqu'un avec qui j'avais peur d'être battue. C'était un peu une idée. Je me suis rendu compte que je me suis déjà dit, quelque part inconsciemment, que si j'allais me marier avec lui, j'étais presque sûre qu'un jour, il allait lever son bras et qu'il allait me faire Ah ouais. mal. Mmh. Du coup, moi, je vois tout ça. En même temps, je me sens évidemment pas bien parce que déjà, on était des amis depuis une dizaine d'années. C'était quelqu'un avec qui j'étais très, très proche.
c'était très compliqué. Il y avait beaucoup de culpabilisation. J'étais pas du tout prête à rencontrer quelqu'un à ce moment de ma vie. Du coup, c'était tendu, c'était compliqué, beaucoup, beaucoup d'émotions. Mais je me suis dit que de toute façon, c'était pas une relation que je voulais continuer Ouais. avec mon plaisir. Du coup, voilà, tout doucement, je commençais à dire que je pense qu'on devrait se séparer. Évidemment qu'il a mal pris, et je le comprends aussi, parce que c'était un peu d'un coup, c'est venu de nulle part. Et en même temps, avec mon mari, qui s'appelle Amédéo, si jamais, car c'est le plus facile. Voilà, avec Amédéo, on continue de sortir. Et une des premières fois, quand je t'ai dit qu'il m'a choquée, tout au début, avec sa façon de communiquer, en fait, une des premières fois, moi, j'avais un peu l'habitude de provoquer des conflits. Du coup, c'était vraiment, moi, je provoquais des conflits, on avait un argument, après, ça allait beaucoup mieux. Du coup, j'étais un petit peu, je dépendais, pour avoir de l'attention, souvent, je créais des conflits. Et du coup, la première fois que j'ai fait ça, parce que c'était mon habitude avec lui, parce qu'il y avait quelque chose qui m'a rendu triste, je ne sais plus, il a commencé à me poser des questions. Du coup, il ne s'est pas énervé, il n'a fait rien comme mon ex le faisait. Il m'a juste demandé: «Oh, qu'est-ce qui s'est passé? T'es triste? Qu'est-ce qui se passe?» Et pour moi, ça, je m'en souviens que c'est quand je m'en souviens qu'on marchait à ce moment-là et je me suis arrêtée et je l'ai regardé, genre: «Qu'est-ce que tu veux dire que tu me poses des questions?» Pour moi, il a cassé le pattern, mais moi, je ne savais pas qu'il y avait de la communication, tu vois, que pas par un conflit Ouais. chaque fois. Et du coup, c'était très rapide. Il a mis des limites parce que moi, j'avais quand même beaucoup, beaucoup de tendances toxiques aussi, il faut le dire. J'étais immature, j'étais très, très jeune, j'étais dans une relation toxique depuis mes 15 ans. Il a mis un peu le cadre en disant: «Je ne veux pas que tu me provoques comme ça. S'il y a quelque chose, dis-le moi.» Et c'était depuis tout début. Et ça a tout changé pour moi. Parce que il m'a vraiment appris, et en plus, il adore la communication non violente. Et il m'a expliqué tout ça plusieurs fois et ça a tout changé vraiment pour moi parce que depuis, évidemment que ça a pris un petit peu de temps, mais ma communication aujourd'hui n'a rien à voir avec la communication avant qu'on s'aime. Et tout ça, ça se rajoute avec le fait que, voilà, au niveau physique, bah, il était très très beau et moi j'étais vraiment, encore une fois, j'ai une phrase en anglais qui vient en tête et pas en français. Mais tu peux le dire en anglais sinon, hein. J'ai déjà oublié, bah, j'étais vraiment très enchantée par lui. C'était vraiment, c'était un coup de foudre. Et tout ça, ça s'est passé très très vite, en une semaine, je pense. 2 semaines maximum. Et on s'est mis ensemble. Et c'était évidemment pas clair comment on allait continuer parce qu'il nous restait 4 mois et demi à Taïwan. Donc voilà, ça c'était le début. OK et du coup, tu disais que lui, il était aussi, en relation quand vous vous êtes, rencontrés et du coup, lui, de son côté, c'était pareil, il a quitté, sa copine, parce que, Oui, mais c'était un peu différent quand même parce que c'était une relation qui était, je sais pas, ils étaient ensemble depuis 2 mois parce que c'était une relation c'était un peu à la summer romance. Du coup, il parlait pas trop l'anglais, il parlait pas du tout français, lui, il parlait pas trop l'anglais non plus. Euh, et on s'est parlé avec lui, je pense que c'était la première nuit quand il m'a parlé d'elle. Et c'est, mais fais attention parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de filles dans ma région, ouais, ma région, c'est pas ma région, mais disons de pays de l'ex-USSR qui cherchent d'avoir des maris européens et qui font beaucoup de choses, y compris tomber enceinte avec. Du coup, fais un peu attention. Et lui, c'était une personne qui est très, c'est pas qu'elle est naïve, mais il fait confiance à beaucoup de gens. Et maintenant, ça va un peu mieux avec ça. Mais à cette époque, il était vraiment très jeune, très naïf. Et du coup, on a parlé, il s'est rendu compte que c'était un petit peu chelou, sa situation. Elle l'a quitté après quelques jours aussi. Mais ça, je pense, comment dire, ma relation avec mon ex pourrait continuer si on s'était rencontrés. Et pour lui, c'était de toute façon quelque chose de très, très terminal. C'était pas pour long terme. Oui
Eh ben, ok, j'adore. Et vous vous mettez ensemble, donc au bout de 2 semaines après vous êtes rencontrés. Et donc là, il vous reste 4 mois, c'est ça, à Taïwan. Oui. Et du coup, comment votre relation évolue pendant ces 4 mois? Et qu'est-ce que vous vous dites, tu vois, en mode, bah, et la suite, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est en mode, ben, on verra ou vous vous dites: «Bon, bah, on profite des 4 mois et puis après on arrête?» Enfin, tu vois, qu'est-ce que vous vous dites par rapport à tout ça? Bah, lui, il était vraiment dans l'optique de on va faire 4 mois ici et c'est fini. Et ça, c'était tout au début. C'est la OK. première fois qu'on s'est embrassé. Embrasser, c'était quelque chose qu'il m'a dit, un peu pour être romantique, genre, on va avoir 4 mois exceptionnels. Et moi, je dis, attends, attends, attends. Et moi, j'étais un peu, je ne dis pas que j'ai envie de me marier avec toi du tout, mais moi, je ne pouvais juste pas commencer une relation en se disant que mes partenaires pensent que c'est OK d'être avec moi pendant 4 mois et après juste Mmh. d'arrêter. Du coup, pour moi, c'est Ouais. pas tellement le fait que je me voyais après Taïwan avec lui, c'était juste que cette approche ne me convenait pas. C'était important pour moi qu'il sache que ce genre de relation, c'est pas pour moi. Relation avec une date d'expiration, moi, je ne pouvais juste pas parce que moi, je m'accroche très fort à la personne. Moi, je suis hypersensible et c'était juste pas imaginable de vivre avec ce horloge Mmh. en se disant que chaque jour, c'est un jour de moins de cette personne. Ah ouais. Donc pour moi, c'est Oui, inimaginable. Je lui ai dit tout de suite. C'était un peu la première petite crise de notre relation. Où on a dit, OK, je comprends. On a discuté, on a réfléchi. Il a dit, OK, bah, on ne se faisait pas de promesses. On ne savait pas comment ça allait être. Mais voilà, au moins, on s'est dit qu'on ne met pas la date de séparation à la date de notre départ de Taïwan. Après à peu près un mois, depuis qu'on s'est mis ensemble, on a été dans un accident de voiture. mmh. Nous, on traversait, il y avait une voiture qui nous a chopés, qui m'a chopé et lui un petit peu par conséquence parce qu'il a fait un pas pour essayer de me sauver de la voiture et c'était assez grave, disons. On a été hospitalisés. Bah, déjà, c'était, j'ai pas envie de rentrer dans les détails pour créer des images horribles, mais on était à l'hôpital, on m'a fait 28 à 29 points de couture dans ma tête, du coup, on m'a rasé une belle partie du cheveu sur ma tête. Je ne savais pas à l'époque, mais mon poignet était cassé aussi. J'avais un bleu d'une taille énorme sur ma jambe. Et lui, il était la seule personne qui, qui m'aidait avec tout ça parce que voilà, sur ma tête, la blessure, il fallait la nettoyer 2 fois par jour. Et à l'hôpital, on m'a donné un petit beau coton-tige comme ça, en disant, et une petite explication comment se nettoyer des blessures. Mais c'était un énorme truc. Il y avait plusieurs coupures qu'il fallait nettoyer et c'était juste pas faisable toute seule sur l'arrière de ma tête. Du coup, c'était lui qui nettoyait la blessure 2 fois par jour pendant une dizaine de jours. En plus, les lits sur campus, c'était un truc de 2 niveaux et il y avait le bureau en bas et le lit qui était en haut. Et moi, je ne pouvais juste pas monter avec ma jambe, avec le bleu qui était vraiment énorme, ça faisait très très mal. Du coup, on a été dans un hôtel pendant une semaine à peu près pour que moi je puisse dormir, pour que lui il puisse prendre soin de ma tête. Parce qu'en plus, on ne pouvait pas rentrer dans les dormitoires, c'est ça? Mmh. On dit ça aussi en Ouais. français? Dans le dormitoire des filles et des garçons, on ne pouvait juste pas rentrer. OK. Du coup, il y avait ça aussi, le petit trauma qui nous a liés. Et là, évidemment, que moi, j'étais très reconnaissante, ma famille était très reconnaissante aussi, parce qu'il a vraiment m'a soignée tout seul, avec l'aide de sa sœur, par contre, qui était une étude de médecine. Et du coup, elle faisait des appels vidéo pour montrer ma tête et me guider depuis la Belgique. Voilà, moi, je ne la connaissais pas à cette époque-là, mais elle m'a aussi elle m'a aidé vraiment. Et il y avait aussi ça. Et du coup, il y avait plusieurs
chose qui nous liait, des expériences, cet accident. On a commencé à se poser des questions sur comment on allait se voir, vraiment très pratique de pratique. On a commencé à faire un petit itinéraire pour que lui il puisse venir me voir un peu ici. Parce que c'est très compliqué. C'était compliqué à l'époque. Maintenant, c'est presque impossible pour une personne avec le passeport russe de venir en Europe. Il faut un visa Schengen. Pour ça, il faut faire beaucoup de démarches, il faut beaucoup de documents et il faut aussi beaucoup d'argent pour pouvoir venir. C'était beaucoup plus facile à l'époque. Maintenant, c'est vraiment impossible. Et du coup, pour moi, c'était juste pas imaginable de venir en Europe pour le voir. On a commencé à faire notre petit planning qui était beaucoup trop optimistique parce que c'était juste pas faisable. Parce que c'était imaginé qu'un itinéraire, qu'on allait faire 3 villes, on allait faire Moscou, on allait faire Saint-Pétersbourg, on allait faire ma ville natale qui est Saint-Martin. Mais voilà, on a fait un petit plan. Et du coup, je pense qu'il a réservé les billets juste une semaine après avoir quitté Taïwan. C'était très compliqué. Je pense que j'ai jamais pleuré autant dans ma vie que ce jour. On est parti et en plus, le voyage était très très long. Moi, j'étais toute seule et je pense qu'il y avait 2 ou 3 arrêts. C'était fatigant. J'étais vraiment claquée. Et en plus, soit je dormais, soit je me réveillais, je pleurais. C'était très dur. Vraiment, ça ne me manque pas du tout, cette époque. Et on a passé un an et demi à distance. On s'est vu quelques mois après Taïwan à Saint-Pétersbourg. C'était lui qui est venu. Et là, on a continué un peu à essayer de trouver la façon d'être ensemble. Et il a découvert qu'il y a ce visa pour fille au père qui existe, du coup, pour venir en Europe, travailler dans une famille avec des enfants, à apprendre la langue aussi. C'était très intéressant comme programme. Et j'ai commencé à chercher des familles. La seule que j'ai trouvée, la plus proche de la Belgique, c'était une famille près de Aix-en-Provence. C'est pas tout à fait près, mais voilà, c'était toujours plus près que la Russie. Ouais. Au moins, j'allais avoir le visa. J'allais gagner de l'argent et tout. Du coup, c'était pas mal. En même temps, j'étudiais en Russie, j'avais mon bac. J'ai pris une année, la 3e année, quand je suis partie à Taïwan. Normalement, je devais rester là-bas pendant un an. Mais quand lui, il allait partir. Moi, j'allais rester toute seule et il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas bien avec les assurances après l'accident et tout ça. Je ne pouvais plus rester là-bas. Surtout toute seule. Sans lui, ce serait juste pas possible. Ouais, tu te sentais pas de rester. Non, pas du tout. Je suis partie plus vite. Et par contre, j'ai dit à mon université que je suis rentrée, mais je me suis fait un petit plan de, c'est pas un congé académique parce que, en fait, voilà, je n'ai pas pris de congé académique. J'ai continué à étudier pendant que j'étais à Taïwan. Et quand je suis revenue, j'ai commencé à travailler, donner des cours d'anglais en ligne, 3 € l'heure. Et j'étudie en même temps. Du coup, j'ai fait ça pour 6 mois. On s'est vu une fois à Saint-Pétersbourg. Là-bas, on a parlé de la possibilité de venir en Europe en tant que père. J'ai trouvé cette famille que je ne connaissais pas du tout. Je ne parlais pas français, mais pas du tout, vraiment. J'avais 5 ans de français à l'école, les meilleures notes, et je ne savais pas comment conjuguer être. Je ne sais pas comment ça s'est passé, c'est un mystère pour moi. Mais heureusement que j'avais ce cours à l'école parce que pour être éligible pour un visa au pair dans un pays francophone, il faut pouvoir prouver que tu as une certaine expérience avec la langue. Tu ne peux pas arriver en zéro parce que sinon tu ne sais juste pas communiquer avec la famille. Du coup, je me suis fait les papiers nécessaires à l'école qui ont dit que j'avais je ne sais plus combien d'heures de français. Et ça a marché pour le visa. Après, je suis arrivée, j'étais nulle. C'était compliqué. La première, je me souviens que je suis rentrée à la maison, ils m'ont montré ma chambre. Et 3 enfants qui avaient dans la famille sont venus me dire à table. Et moi, j'ai appelé mon mari maintenant. J'ai appelé Amélie en disant je ne sais pas ce qu'ils veulent. Je lui ai fait écouter. Il t'invite à aller manger en fait.
Je ne sais pas comment j'ai eu le courage, Mmh. franchement, de venir comme ça, pour vivre avec une famille que je ne connaissais pas. On a parlé 2 fois sur Skype avant, mais j'avais vraiment énormément de chance parce que c'était une famille incroyable. Mmh. C'était un endroit incroyable aussi. Ils avaient des chevaux, ils avaient des poneys. C'était au milieu des champs en Provence. C'était beau, c'était vraiment super. Avec Amélie, on se voyait beaucoup plus souvent. Du coup, je pense toutes les 2, 3 semaines. Mmh. La famille partait parfois faire des randonnées, des choses comme ça pendant quelques jours. Moi, j'étais tellement loin de tout ça qu'ils n'incitaient pas que moi je vienne avec eux. Du coup, moi, je partais en Belgique pendant une semaine, pendant qu'eux, ils allaient dans les montagnes. Parce que moi, dans les montagnes, c'était juste pas moi. Voilà, je suis venue pour Noël, j'ai rencontré sa famille, c'était chouette. C'était aussi le moment où on a commencé à se poser la question de qu'est-ce qu'on fait après. Et là, je voulais commencer à étudier en France, faire mon master, parce que c'était ma dernière année de bac. Et c'est en France, à l'époque, c'était gratuit pour les étrangers, comme pour les Français. Et du coup, j'ai commencé à me préparer. Et on s'est vu 2 jours après que j'ai envoyé mon dossier à l'université, je ne sais plus quelle université, mais à Lille, Mmh. pour venir étudier là-bas pendant 2 ans en master. Et Bruxelles-Lille, ça va encore. Et du coup, on s'est vu. Et un jour après, un jour avant que j'envoie mon dossier, le règlement change en France et le master devient payant et ça passe de 300 € par an à 3500 par an. Ah oui. C'était d'un coup. Pour moi, en tout cas, je ne savais pas qu'il y avait des discussions sur la possibilité de changement. Mmh. Et les salaires sont pas les mêmes en Russie. On a, je ne sais pas, 500, 700 € par mois et c'est OK pour vivre. OK. Et moi, j'ai une famille de classe moyenne en Russie. Du coup, à descendre comme ça, c'était vraiment quelque chose qui était difficile à imaginer. Et en plus, mes parents n'étaient pas prêts à l'idée que moi, j'allais partir étudier quelque part. C'était pas du tout le plan. Mmh. C'était, moi, par contre, je voulais partir de la Russie depuis mes 10 ans, je Ah pense. ouais. Pour moi, c'était quelque chose que je ne voulais pas vivre là-bas. Mais moi, mon pays de rêve, c'était l'Angleterre. Mmh. Je pense que ça venait avec mes études parce que j'étais dans une école avec l'enseignement de l'anglais avancé. Mmh. Du coup, on parlait de la culture anglaise et c'était le pays qui. Moi, j'étais obsédée par l'Angleterre. Mais c'était un peu, voilà, c'était mon idée, mais c'était jamais vraiment le plan que moi, je puisse partir étudier à l'étranger. Les gens qui font ça en Russie, on les connaît dans la vie, genre, oh, sa fille, elle est partie en Europe. Ça voulait dire le statut, ça voulait dire que la famille était riche, ça voulait dire qu'ils avaient des connexions. Je ne sais pas, c'était vraiment quelque chose de pas habituel. OK. C'est toujours exceptionnel. Et du coup, voilà, mes parents étaient OK que moi, je parte en France. Et en plus, j'avais, je pense, 3 000 € que j'ai reçus de l'assurance après l'accident de voiture. Mmh. Et je dis, moi, je paye tout, je m'en fous, vous prenez mon argent, moi, je vais venir. Le règlement change et ça devient aussi cher en France qu'en Belgique Mmh. pour étudier. On commence à se poser les questions. Est-ce que la première question, est-ce que c'est vraiment possible que je vienne parce qu'avec l'argent, c'est compliqué. La deuxième question, si c'est possible, est-ce que ça vaut la peine de venir en France si on peut payer la même chose? Et moi, je pourrais vivre en Belgique. Du coup, c'était compliqué parce qu'en Belgique, il y avait aussi l'obligation de faire un sorte de compte bloqué et il fallait envoyer plus de 10 000 €. C'était l'argent pour que l'université est sûre que l'étudiant aura la thune pour survivre. Du coup, on envoyait cet argent et chaque mois, il me versait 700 € sur mon compte personnel. OK. Et il y avait évidemment des charges sur tout ça. On a payé à peu près 1 500 € je pense, pour ce compte, pour avoir ce compte. En plus, on pouvait à l'époque déjà pas vraiment faire de virement d'une carte russe à la carte européenne. Et du coup, c'était tout un truc. Mes parents, ils ont accepté de me laisser partir. Mmh. Et ils ont fait beaucoup de l'argent qu'ils avaient de côté, qu'ils mettaient de côté depuis des années, pour me permettre de faire cette année. C'était un master en plus d'un an. Mmh. C'était un peu mon. Moi, je jouais un peu sur ça. Je disais, voilà, c'est un master, c'est cher, c'est en Belgique, mais il n'y a que un an. Après. Euh,
C'était très compliqué pour mes parents de l'accepter. Évidemment que moi je parte, c'était voilà, c'était triste, c'était difficile, mais tout s'est bien passé. En 2019, je suis arrivée en Belgique. On a commencé à vivre ensemble, un petit appart avec 2 autres étudiants et voilà, on a vécu ensemble depuis. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées plus tard, mais ça, c'était comment on a pu vraiment être ensemble dans le même pays. Parce qu'avant ça, on s'est vu en Saint-Pétersbourg, en Grèce, parce que j'étais en France avec mes parents en Grèce, à Moscou, à Marseille, à Aix-en-Provence, en Belgique. C'était un petit peu partout. Et depuis 2019, on vit ensemble. Ça a été on va dire un sacré, périple de pouvoir, bah, vous retrouver, mais finalement, tu as quand même, bah, réussi à trouver, tu vois, des études, qui vous ont permis, de vivre ensemble et c'est trop chouette au final donc c'est trop bien et puis, que tes parents aussi t'aient soutenue, sachant que, j'imagine que ça doit être, bah, toujours compliqué de laisser partir son enfant. En plus, bah, c'est quand même assez loin et comme tu disais, c'est compliqué, tu vois, de venir de Russie en Europe donc j'imagine que ça a dû être, compliqué pour eux de venir, te voir et cetera donc ouais, je pense que ça a été une sacrée aventure quand même. Ouais, ouais, tout à fait. Et surtout que je suis arrivée en 2019, c'était août 2019, mars 2020, le Covid, plus possible de voyager. Après, qui a commencé, plus possible de se voir. Bah, on s'est vu quand même quelques fois. Entre-temps, on essaie de se voir une fois par an. Mais c'est très, très compliqué. Mes parents, ils ne sont jamais venus en Belgique jusqu'aujourd'hui parce que c'est juste soit interdit, soit très compliqué. J'ai pas encore montré ma maison. J'ai déjà changé 3 apparts, 2 maisons. Ils ne sont pas encore venus, mais c'est dans le plan. Et toi, aujourd'hui, c'est possible que tu ailles en Russie ou avec la situation, c'est compliqué? On a été ce décembre, le décembre passé, OK. et c'était compliqué et tendu. J'ai dit que je ne vais plus aller en Russie pendant la guerre, c'est sûr, Mmh. parce que le contrôle, la pression et quand même le danger. Par exemple, en étant à l'aéroport pour partir de ma ville, l'aéroport a été fermé parce que l'espace aérien a été fermé pendant des heures, Mmh. parce qu'il y a une attente, il y a un risque d'attaque de drone. Mmh. C'est pas le genre de choses que j'ai envie de vivre quand je Non, voyage. j'imagine. Et voilà, j'ai évidemment envie de voir ma famille, mais aussi qu'ils puissent venir ici décembre prochain. Et on s'est déjà vu une fois depuis que la guerre a commencé en Turquie. OK. Voilà, c'est compliqué, mais oui, on se voit pas assez souvent, Mmh. mais on se voit quand même. Mmh. Ouais. Non, mais c'est bien que vous puissiez vous retrouver, quand même dans d'autres pays, tu vois, pour, bah, aussi quand même, pouvoir, vous voir parce que j'imagine que, bah, c'est dur déjà de vivre loin de sa famille, mais en plus, si, les choses font que c'est difficile de se voir à cause de problèmes, autres, enfin que vous pouvez pas contrôler, c'est vrai que c'est difficile. Ouais, bah c'est moi, je disais avant que depuis qu'on s'est rencontrés avec Amedeo, je suis toujours en relation de distance avec les gens que j'aime. Et ce sont les rares occasions quand ils sont tous au même endroit, quand moi je me sens complète. Je me sens vraiment au calme et je suis juste bien à 100%. Surtout que maintenant que ma fille, c'est aussi, ils ont envie de la voir, ils ont envie d'avoir une partie dans sa vie, et moi aussi j'en ai envie. Du coup, voilà, on essaie de trouver des moyens par FaceTime, des choses comme ça, pour organiser des petits dates de notre fille avec ses grands-parents. Mais c'était vraiment une aventure. Et surtout qu'il n'y avait pas de certitude avant 2022, je crois. On était toujours en train de réfléchir de la prochaine étape. Qu'est-ce que l'on va faire maintenant pour que tu puisses rester ici? Parce que c'était, même quand on s'est marié, être marié avec une personne européenne, c'est pas une raison légale pour rester en Europe. OK. Tu peux te marier et tu peux très bien, ton visa est terminé, tu rentres, tu rentres Ah ouais.
là d'où tu viens. Oui, du coup, et maintenant, ça devient encore plus compliqué pour les personnes qui passent maintenant. Mais c'était vraiment une aventure et c'était beaucoup d'instabilité, c'était beaucoup de peur, euh, beaucoup de stress, beaucoup d'inconnu aussi. Et tout ça, quand j'ai reçu ma carte avec ma nationalité belge cet avril, là, j'ai senti que cette pression, elle a retombé. Parce que ça faisait quoi? Bah, ça fait presque 6 ans en fait que je suis en Belgique. Ça fait du coup, presque 8 ans qu'on est ensemble. Et c'est que après 8 ans, après être mariée depuis 5 ans, après d'avoir une fille de plus de 12 ans, que moi, j'ai eu cette certitude que voilà, je suis ici pour toujours. On ne va pas me demander de quitter le pays. J'ai maintenant ma carte d'identité, il n'a pas de date d'expiration. Ah, si, juste pour la changer, mais parce que jusqu'ici, j'étais sur une carte de séjour, j'avais une carte jusqu'ici de séjour illimité. C'est spécial. Ah ouais, j'imagine qu'on ne se rend pas compte à quel point ça doit être difficile d'avoir une relation avec une personne qui n'est pas de son pays. Parce que bah, avec toutes les lois, et encore plus quand c'est quelqu'un qui n'est pas de l'Union européenne, quand tu es par exemple français ou belge, si tu es en couple avec quelqu'un qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais je pense que bah, tu es la preuve de ce que tu racontes, mais c'est très compliqué en fait de pouvoir au final se réunir. Ouais. Donc j'imagine que ça a dû être un énorme soulagement de recevoir bah, ta carte d'identité belge et bah, je suis trop contente pour toi du coup parce que ça doit être tellement Ouais, merci. ça doit faire tellement bien. Oui, bah, je rigolais avant, je disais que c'était vraiment une blague, mais soit on a une relation compliquée, mais les situations faciles, mais dans notre cas, la relation était vraiment très facile, mais la situation était compliquée. On n'avait jamais envie d'arrêter. On était vraiment, depuis le début, on savait que c'était quelque chose de très, très spécial. On adore tous les deux notre histoire. Moi, j'ai trop envie d'écrire un livre un jour parce qu'il y a tellement de petits détails et c'est un peu comme un conte pour moi. Ouais. C'est difficile de s'imaginer que je suis vraiment passée par là. Ouais, parce qu'après le cerveau, il oublie un peu toute la partie compliquée Ouais. et maintenant c'est bon, c'est fini. Mais c'est vrai que quand tu racontes et tu dis: «Waouh, c'est vrai que c'est fou quand même, vous êtes rencontrés en Taïwan, toi tu es russe, lui il est belge, tu as dû faire fille au père en France pour pouvoir le voir et être plus proche de lui». Enfin vraiment, puis les galères de papiers, d'études et cetera. Enfin, tu te dis: «Mais c'est fou quand même». Mais du coup, j'en viens à te poser cette question. Comment, tu vois, donc j'imagine que c'est vraiment l'amour, en fait, qui a fait que ça a tenu. Mais pour toi, ce serait quoi, tu vois, les clés de votre relation qui ont fait que vous êtes vraiment accrochés à cette histoire et à votre amour, au final? Je me suis posé cette question plusieurs fois. Qu'est-ce qui a fait que on a réussi? C'est même pas qu'on a réussi, mais qu'on a tenu et qu'on a resté ensemble pendant tout ce temps. Et j'ai pas de réponse, sauf que c'est ma personne. J'avais jamais de doute sur le fait que je ne peux pas m'imaginer sans cette personne. Je ne me vois avec personne d'autre. Je suis devenue, moi-même, je suis devenue quelqu'un. Maintenant, j'aime bien ma personnalité. Je suis devenue moi-même avec lui. Et c'est vraiment comme le premier moment quand on a discuté ensemble, quand je t'ai dit que quelque chose m'a pris et j'étais pas du tout comme je suis d'habitude. C'est vraiment depuis le premier moment que, voilà, j'ai pas de réponse. Mais c'était vraiment magique. Moi, je ne crois pas trop dans tous les trucs d'âme sœur, des choses comme ça. Je ne crois pas qu'il y ait qu'une seule personne pour chacun. Mais en même temps, notre histoire, moi, je ne me voyais pas avoir autant d'amour pour quelqu'un avec qui je suis depuis 8 ans. Mmh. Et vraiment quelque chose d'inexplicable pour moi. Sauf que, voilà, c'était
ma personne. On s'est trouvés et on n'avait jamais la question si ça valait la peine. On savait toujours que si on allait réussir, ça allait être quelque chose de bien. Et maintenant, quand on vit dans les périodes, tu vois, après la fin de compte, après qu'ils se sont mariés, ils ont fêté leur mariage et tout, bah maintenant je le ressens encore plus fort, peut-être mon amour est de plus en plus fort aussi, parce que déjà on a grandi et on évolue tous les deux et notre couple évolue aussi tout le temps. Mais la base, la communication, la compréhension et l'envie d'écouter l'autre, l'envie d'aider, de se soutenir, ça a Mmh. resté depuis notre première conversation et je pense que la communication, c'est un peu la base de tout parce que le reste change, parce que les saisons changent dans la vie aussi, mais à travers tout ce qu'on a vécu, on avait toujours notre communication. Et le fait qu'on était à distance pendant 1 an et demi, ça nous a aussi appris à communiquer comme normalement, dans les contextes dans lesquels on devait parler, les gens ne parlent pas trop. Les gens se Mmh. câlinent, les gens pleurent ensemble. Et nous, on devait parler parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de s'exprimer. Et du coup, on a Ouais, vraiment appris à s'entendre. Et tout ça a fait qu'il n'y avait juste jamais de doute. j'adore. C'est magnifique ce que tu dis. C'est trop, trop beau. Vraiment, c'est super beau ce que tu partages et mais enfin, voilà, ça montre que votre amour, il est vraiment puissant, il est fort, il est sincère et vous avez vraiment surmonté, beaucoup, beaucoup de choses, ensemble. C'est trop beau, donc je suis trop contente que tu nous aies partagé, tout ça sur le podcast et je pense que les auditeurs de Yes I Do vont adorer, votre histoire. Bah, j'espère aussi, j'étais trop contente de répondre à des questions parce que c'est vraiment intéressant de réfléchir sur tout ça. Mais oui, c'était super chouette de partager toute l'histoire. Bah, écoute, merci beaucoup. J'ai une dernière question pour toi. Vu que vous êtes un couple multiculturel, tu dirais que c'est quoi un peu les différences, entre, tu vois, les relations amoureuses en Russie et les relations amoureuses, tu vois, en Belgique? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles, vous étiez vraiment opposés ou au final, c'est pas si différent que ça? Ah, c'est un peu compliqué à dire. Je me suis posé cette question plusieurs fois et je trouve qu'à chaque fois, je commence à généraliser l'expérience. Mais je peux juste parler de mon expérience personnelle. J'avais qu'une seule relation en Russie. Elle était immature. Du coup, c'est un peu compliqué de juger. Mais ce que je trouve, en tout cas, ce que je vois dans des relations de mes copines qui sont en Russie, mes copines qui sont là, je pense que c'est cette maturité. Ce sont les hommes, surtout, qui sont plus matures en Europe, qui sont prêts à communiquer. En tout cas, autour de moi, les couples que je vois qui sont heureux ensemble, ce sont les gens qui parlent, les gens qui écoutent et les gens qui se soutiennent. Du coup, ce ne sont pas des couples où il y a une personne qui fait plus que l'autre. Ce sont vraiment des couples de partenaires. En Russie, souvent, c'est pas le cas. Au niveau financier, je pense au niveau de l'organisation des finances, en couple, c'est très différent. Je sais que c'est un peu la norme que son argent, lui, c'est son argent à lui, c'est l'argent commun et l'argent d'une femme, c'est son argent à elle. C'est quelque chose qui arrive souvent. J'ai même eu une discussion avec une fille qui vit en Europe depuis quelques années, qui est russe. En fait, on était en Taïwan ensemble. Et elle m'a posé des questions sur comment on gère les finances et tout. Et elle me dit, moi, j'aimerais bien être en relation avec quelqu'un qui vient d'ici, mais j'ai quand même envie que mon partenaire, mon compagnon, qui prend toutes les finances sur lui. Parce que c'est voilà, moi je suis grandi avec ce modèle, c'est quelque chose qui me convient. Pour moi, maintenant, c'est un peu bizarre de l'entendre. Je ne comprends pas trop la réflexion derrière, mais je sais que c'est quelque chose qui est présent. Ce qui est très très différent, c'est aussi tout ce qui a à faire avec les enfants. Parce qu'en Russie, le congé de maternité dure 3 ans et c'est 15 semaines ici en Belgique. Du
Pour moi, c'était très compliqué parce que je suis grandie avec l'idée que pendant 3 ans, j'allais rester avec mon bébé. Et on m'a dit, t'as 15 semaines, et après, tu l'abandonnes. Voilà, c'est un peu trop dur. euh, mais moi, nous, on a pris la décision que c'était pas pour nous. Du coup, j'ai- j'étais avec ma fille pendant 11 mois avant qu'elle ait commencé la crèche. C'était parfait. Du coup, on a dû s'adapter parce que voilà, moi, je ne pouvais pas m'imaginer qu'un bébé de 3 mois sera déposé quelque part le matin pour venir le chercher le soir. Dans ma tête, moi, je ne pouvais juste pas m'imaginer à faire ça. Je serais malheureuse si c'était ma situation. Du coup, on a fait que notre contexte financier, notre situation. On était prêts pour pouvoir assumer ces 11 mois, 12 mois de congé de maternité. Ça, c'est différent. Je pense que les relations avec les parents, les beaux-parents et les parents sont aussi très différentes. Mais entre nous, je ne ressens pas de différence culturelle. On a tous les deux 28 ans. On a grandi avec beaucoup de références qui sont les mêmes. Et celles qui ne sont pas les mêmes, on adore les partager avec l'autre. Euh, du coup, entre nous, il n'y avait pas trop de choc culturel. C'est plutôt avec le pays, avec les autres personnes, mais pas entre nous deux. OK. Bah, écoute, merci pour ce partage. Franchement, merci beaucoup, d'avoir, partagé ta belle histoire. C'était trop beau d'écouter, votre histoire, tout ce que vous avez vécu et de voir, à quel point votre amour vous a permis de aujourd'hui, enfin, vivre votre histoire, normalement, comme, tous les couples. Et du coup, c'est trop chouette. Donc, vraiment merci beaucoup, Arina pour le partage de ta belle histoire. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était super chouette de partager. Est-ce que tu as un dernier message à passer, peut-être, à ton mari, à ta fille, ou, aux auditeurs de Yes I Do pour, conclure, l'épisode? Wow. Je pense que ce serait des messages très différents pour mon mari, ma fille et les auditeurs. Je ne sais pas, j'ai que des clichés qui me viennent en tête. Genre, quand c'est ta personne, tu le sauras. Et pour ma fille, j'ai envie qu'elle sache aussi que les choses peuvent arriver quand on ne les entend pas du tout. C'est vraiment, ça peut venir de nulle part. Et que quand c'est ta personne, tu le sais. Ton cœur est sûr et certain hein, que c'est la bonne personne et qu'il ne faut pas rester avec quelqu'un juste par l'habitude et par le peur de ne jamais retrouver quelqu'un d'autre. Je crois que chacun peut trouver sa personne. Et voilà, pour ma fille, j'ai envie de lui dire qu'il va trouver sa personne et que moi, je vais lui aider si elle en a besoin. Je suis quand même plus, du coup. J'adore. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci à toi.